Une armée républicaine, c'est ce que l'on s'accorde à reconnaître à celle du Bénin. Et plus encore, il se dit qu'elle est l'armée la plus républicaine de la sous-région. Et ce n'est sûrement pas exagéré, mais elle est aussi la grande muette, ou du moins, elle a été jusque-là. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, les forces armées béninoises sont retournées dans les casernes. Et l'on peut affirmer à bien d'égards qu'ils y sont restés jusqu'à récemment, où la menace sécuritaire à nos frontières les propulse quelque peu au devant de la scène. C'est ce dont elle nous parle, entre autres, dans cet entretien. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'armée s'ouvre à vous, peut-être pour davantage vous rassurer face à la situation sécuritaire aux frontières du pays. Elle parle de ses défis, mais également de ses chantiers. Et je reçois pour vous un haut gradé pour prêter au jargon militaire. Il s'appelle Honfoga Ebenezer, lieutenant-colonel. Il est pilote d'avion. Il est de l'armée de l'air, chef bureau information relations publiques de l'état-major général, chargé de la communication de l'armée béninoise. Colonel Honfoga Ebenezer, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Colonel, comment se portent les forces armées béninoises? Les forces armées béninoises aujourd'hui se portent à merveille. Les forces armées béninoises sont en pleine forme et totalement aguerries contre les menaces contemporaines. Pourriez-vous nous faire une présentation brève des différentes forces qui composent l'armée béninoise? L'armée béninoise a 4 grandes composantes. La première composante, c'est celle terrestre, qui est commandée par le général de brigade Issa Abou. Il y a la composante marine, qui est commandée par le capitaine de vaisseau Olatundi. Il y a la composante aérienne qui est commandée par le colonel Avocan. Il y a le dernier bijou en fait de ces composantes, la garde nationale, née de la réforme de l'institution de défense. Cette garde nationale qui a pour mission d'intervenir aussi bien dans les airs, sur la mer que sur la terre, en tandem bien sûr avec la police républicaine parce qu'elle participe au maintien d'ordre. Elle a pour mission principale en fait de lutter contre le terrorisme. Ce dernier bijou, cette dernière composante est commandée par le colonel Amoussou François. D'accord. Et les 4 composantes de cette armée sont toutes sous le commandement opérationnel du général de brigade Baguidi Fructueux, que j'ai l'honneur ce matin de représenter. Merci, monsieur le journaliste. D'accord. Vous parliez tantôt de la garde nationale, cette nouvelle institution. On connaissait la garde républicaine. Quelle est la différence entre la garde républicaine et la garde nationale? Merci, monsieur le journaliste. La garde républicaine, c'est une unité composée beaucoup plus de personnel de l'armée de terre, mais qui a beaucoup de personnel aussi des autres armées, mais qui s'occupe de la sécurité du président de la République. La garde républicaine s'occupe de la sécurité du président de la République. C'est cette unité qui gère la sécurité de toutes les institutions de la République et principalement l'institution présidentielle. Elle est différente de la garde nationale qui a beaucoup plus des missions classiques, celle de la défense du territoire national. Ce dernier bijou est né à l'aune des réformes dont j'ai parlé tout à l'heure, lesquelles réformes ont permis de perdre la gendarmerie nationale qui était dans l'institution de défense, qui a rejoint l'institution de sécurité. Et la garde nationale est venue naître à l'aune de cette réforme-là. Vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, le mot bijou est revenu sans cesse. Qu'apporte-t-elle de plus que les autres forces qui existaient déjà? Merci. C'est un bijou en ce sens que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte de sécurité qui n'est pas classique. Et l'autorité politique a eu l'adresse
de créer cette unité, je ne dirais pas cette unité, cette composante, dont la mission principale est de lutter contre la menace terroriste, qui est une menace asymétrique, qui est une menace qui n'est pas classique, mais avec des missions corollaires qui sont de renforcer la police républicaine dans sa mission de maintien de l'ordre, mais d'aider aussi les autres composantes à assurer leur mission régalienne. Elle intervient dans la sécurisation des bases aériennes, puisqu'elle intervient dans la composante air. Elle intervient sur la mer contre la piraterie maritime. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle intervient aussi dans la sécurité intérieure. C'est en cela que cette unité, qui n'a pas les missions classiques des autres composantes, est un bijou, et elle est venue en fait à point nommé, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui face à la menace sécuritaire dans la sous-région qui a commencé par mettre pied dans nos frontières. D'accord, vous parlez tantôt de 4 unités. On en a 4 justement qui ont une mission. Et une mission, des moyens. Quels sont les moyens dont dispose l'armée béninoise aujourd'hui pour faire face aux missions qui sont les siennes? Merci, monsieur le journaliste. L'armée béninoise a connu une grande mutation en termes de moyens. En termes de moyens, je dirais moyens matériels et moyens infrastructurels. Les moyens matériels aujourd'hui, surtout au cours de l'année 2023, ont connu un boom exponentiel. L'armée de terre a acquis, l'autorité politique a acquis pour l'armée de terre des véhicules avant blindés, qui sont de vrais véhicules tactiques pour pouvoir lutter contre la menace. L'autorité politique a acquis beaucoup d'autres moyens tactiques pour l'armée de terre et pour la garde nationale, puisque les missions de la garde nationale peuvent s'apparenter un peu aux missions de l'armée de terre. Ces deux grandes composantes travaillent en tandem sur le terrain. Il y a que pour lutter contre la piraterie maritime, laquelle a eu des incidences négatives sur notre économie, l'autorité politique a voulu investir de l'argent dans l'acquisition des matériels au profit de la marine nationale. Et nous avons actuellement assez de vedettes qui ont été acquises au cours des 12 derniers mois, qui permettent à la marine nationale de bien accomplir sa mission, celle de sécurisation de nos eaux territoriales et de nos eaux maritimes. Et le point d'orgue, je dirais, ce qui est intéressant au cours de cette année 2023, c'est l'acquisition inédite pour l'armée de l'air qui, pendant un certain temps, a manqué de faire ses missions régaliennes, c'est-à-dire s'élever pour faire face. En 2023, l'autorité politique a investi assez d'argent pour pouvoir acquérir du matériel aérien, des vecteurs aériens de grande capacité décisionnelle. Et nous avons aujourd'hui assez d'hélicoptères pour pouvoir lutter efficacement contre la menace terroriste à nos frontières. Alors, à l'occasion de la célébration du 1er août, généralement, au cours du défilé, il y a que le matériel militaire est présenté au public. Est-ce qu'on peut espérer, par exemple, que ces acquisitions dont vous parlez, notamment les hélicoptères, puissent être présentées au public lors du défilé militaire? Merci, monsieur le journaliste. Et oui, évidemment, la particularité de ce défilé, celui de l'année 2023, sera au public béninois de voir le défilé aérien inédit, de vecteurs autonomes, de vecteurs béninois, de vecteurs aériens béninois. Ce défilé aérien aura lieu pendant le défilé du 1er août. D'accord. Les moyens, ce sont également les hommes. Est-ce que c'est embelli au niveau du matériel reflète la situation au niveau des troupes? Quel est le moral des troupes aujourd'hui? Aujourd'hui,
Monsieur le journaliste, je vous dirais que le moral de la troupe est au beau-fils. Beau-fils puisque il y a un peu plus de 2 ans, quand on a commencé par voir des mouvements des amis terroristes, ils ne sont pas nos amis, c'est sûr, hein, la troupe n'avait pas tout ce qu'il faut pour pouvoir les affronter avec efficacité. Mais elle a été résiliente pendant tout ce moment-là. Et c'est pendant ce moment-là que nous avons acquis assez de matériel qui permettent à cette troupe-là aujourd'hui d'être suffisamment protégée. Il y a le matériel de protection individuelle sans lequel un soldat n'a pas le courage d'aller affronter l'ennemi. Mais ce matériel aujourd'hui est acquis pour presque tous les soldats qui sont au front. Il y a le matériel de décision dont j'ai parlé tout à l'heure, les hélicoptères, qui permettent les déplacements dans le théâtre Mirador. Je vous en parlerai tout à l'heure, le théâtre Mirador. Et ces déplacements réduisent les élongations, réduisent les durées d'intervention. Et tout ça, mis ensemble, participe à rehausser le moral de la troupe. Le cœur moral est encore plus entretenu par les rétributions nécessaires pour chaque soldat au front. Le moral de la troupe aujourd'hui est au beau-fils. D'accord, on va en revenir. La troupe, c'est également en termes d'effectifs. Aujourd'hui, il y a un recrutement inédit qui a été effectué, un recrutement dont les chiffres ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle est l'opportunité justement d'un tel recrutement? Merci, monsieur le journaliste. Ce recrutement était venu à point nommé, puisque nous avons adopté une politique de maillage vraiment dense du territoire pour pouvoir assurer à la population une certaine quiétude, une certaine sécurité. Et pour pouvoir assurer ce maillage du territoire, il fallait de l'effectif. Il fallait de l'effectif. Nous avons pu faire le combat jusqu'à aujourd'hui avec l'effectif résiduel que vous voyez. Mais depuis 3-4 années, il y a eu des recrutements qui ont commencé. Et ces recrutements ont connu encore en 2023 un boom significatif nécessaire pour pouvoir occuper tous les coins et recoins du septentrion par lesquels l'ennemi pouvait passer pour nous attaquer. Aujourd'hui, le territoire est tenu grâce à ces multiples recrutements. Et c'est le lieu de remercier les politiques pour cette politique, excusez-moi cette répétition de mots, pour cette politique de recrutement au profit de notre armée. Ce recrutement était venu à point nommé et son opportunité n'est plus à démontrer. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes par rapport à la formation de ces éléments-là, compte tenu notamment des capacités d'accueil des différents sites où, par exemple, ces formations se déroulent. Non, il ne devrait pas avoir d'inquiétude puisque les sites qui accueillent ces nouvelles recrues sont parés pour pouvoir les accueillir. Et ces sites sont en train d'être démultipliés. Et c'est encore le moment de remercier les politiques pour cette politique de renforcement des capacités des forces armées béninoises dans le domaine de la construction des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les bases opérationnelles avancées et les points avancés fortifiés. Les points avancés fortifiés sont des sous-structures en fait, des bases opérationnelles avancées. Et ces deux types d'infrastructures sont démultipliés maintenant sur tout le territoire et avec un focus fait dans les domaines, dans les aires géographiques qui sont sujettes à la menace terroriste. Et je puis vous dire que les infrastructures pour accueillir ce personnel recruté, dont l'effectif est assez conséquent,
et nécessaires évidemment pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ces structures peuvent aisément accueillir le personnel recruté. Alors, on a parlé tantôt du matériel, des équipements qui se renforcent, mais également des hommes. Est-ce que ces deux éléments suffisent pour dire que l'armée béninoise se modernise? Ou alors, en quoi est-ce qu'elle se modernise? Merci, monsieur le journaliste. La modernisation de l'armée béninoise tient en ce qu'elle s'adapte au type de menace qu'on a en face de nous. C'est une menace diffuse. Nous ne sommes pas dans les combats classiques où on a une troupe avec un type d'habillement contre une autre troupe avec un type d'habillement et on s'affronte comme par le passé. Mais cette menace fait usage de perfidie, elle fait usage de beaucoup de modations qui ne sont pas classiques. Ce type de menace ne connaît pas ce qu'on appelle le droit international humanitaire et le droit international humanitaire qui est un droit exigé au combat. Ce type de menace s'affranchit de tout ce qui est normes de combat. Et face à ça, nous avions le devoir d'acquérir des moyens de renseignement d'une certaine capacité, d'une capacité très importante, des moyens de renseignement qui peuvent traquer l'ennemi jusqu'à son dernier recoin. Et ces moyens de renseignement ont été acquis aisément et agréablement par les autorités politiques au profit de nos forces armées béninoises. Tout ça, ça participe de la modernisation de notre armée. Je vous ai dit tantôt que nous n'avions pas les capacités de troisième dimension. Quand je parle de troisième dimension, je parle des capacités aériennes. Mais ces capacités aériennes ont été acquises et continuent d'être acquises pour pouvoir assurer efficacement la lutte contre le terrorisme. Ça participe évidemment à la modernisation de notre armée. C'est tout ça mis ensemble qui nous permet de dire que notre armée se modernise véritablement et s'adapte aisément contre la menace terroriste qui est une menace difficilement manipulable. Et je peux aussi vous confirmer que il est très peu de pays qui ont pu s'affranchir définitivement du terrorisme. Les États-Unis, quoique grande armée, quoique meilleure armée dans le monde, continuent de subir des actes terroristes. Jusque sur le type de terrorisme qu'eux ils ont ne s'apparente pas au nôtre. Le nôtre, c'est un type de terrorisme qui veut occuper de l'espace, avoir un espace pour pouvoir créer une zone de non-droit, contrairement à ces grands pays. Mais nous nous adaptons aisément contre ce type de terrorisme et je peux vous dire que le pays est assez tenu par les forces armées béninoises. Alors, elle est revenue tout le temps, depuis le début de cet entretien, la menace sécuritaire aux frontières du Bénin. Nous en avons parlé sans en parler. Allons au fond du sujet. Quelle est la situation réelle aujourd'hui au niveau des frontières? La situation réelle au niveau des frontières, je dis de manière péremptoire que les forces armées béninoises défendent très bien les frontières béninoises. Nous avons occupé tous les exutoires de l'ennemi. Quand il rentre sur le territoire, c'est qu'il lui est difficile d'en sortir. On le contraint et on arrive à lui mettre la lumière dessus. Et il n'arrive même plus à rentrer sur le territoire. Il n'arrive même plus à rentrer sur le territoire. Contrairement à certains pays où l'ennemi peut créer un ralliement en 2 heures de temps et en 2 heures de temps vraiment se retrouver avec un effectif dense sur le point de ralliement. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est quasiment impossible. Toutes les issues par lesquelles l'ennemi peut passer pour rentrer sont occupées. Mais il reste quand même à avouer que cela ne les empêche pas de se fondre dans la population, se fondre dans la masse des bouviers
et rentrer dans la population, c'est aussi possible. Donc c'est des données que nous essayons aussi de maîtriser pour pouvoir annihiler définitivement cette menace de nos frontières. D'accord. Plusieurs attaques ont été enregistrées, bien avant peut-être que la zone ne soit complètement cernée, comme vous le dites. Et quel bilan on peut faire de ces attaques ont dû entraîner, occasionner des pertes? Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ces différentes attaques? Merci, monsieur le journaliste. Ce type de questions, j'ai toujours un air amusé quand j'entends ce type de questions. Et je voudrais qu'on ne s'attarde pas dans les décomptes mortifères. Les décomptes mortifères qui ont pour principe de toucher la psychologie des populations. C'est vrai, dans tout combat, il y a des frictions. Les frictions, on peut perdre des hommes, nous avons perdu, c'est sûr, et c'est le moment de rendre hommage aux âmes de nos illustres frères d'armes qui sont morts sur le terrain et de dire à leurs parents que l'armée ne les oubliera jamais. Nous en avons perdu un certain nombre, mais nous avons créé des dommages assez élevés du côté de l'ennemi, au point où l'ennemi n'a plus le courage de nous affronter frontalement. L'ennemi n'a plus le courage de nous affronter frontalement. Mais plutôt que de s'appesantir sur les décomptes mortifères et macabres, je souhaiterais qu'on puisse s'appesantir sur les gains territoriaux que les forces armées béninoises ont pu obtenir pendant... Quels sont-ils? Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les frontières, toute la partie frontalière septentrionale est occupée par les forces armées béninoises. Il y a le point triple entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, qui était une zone de non-droit infestée de terroristes par le passé, mais qui aujourd'hui est occupée aisément par nos hommes. Et nous avons rendu ce point vert. Ce point semblait être rouge, mais nous l'avons rendu vert. Et c'est très intéressant. Et je vous dirais encore plus que nous sommes, grâce à un partenariat entre les pays de la sous-région, nous avons la possibilité de rentrer dans les territoires de certains de nos pays, voisins. Et plus principalement le Burkina Faso, nous arrivons à aller au-delà de nos frontières pour poursuivre l'ennemi jusqu'à ces derniers recoins. Et nous avons occupé la zone de Kouroukoalou il y a un peu plus de 7 mois. Il y a un peu plus de 7 mois, nous avons occupé la zone de Kouroukoalou. Kouroukoalou qui est une zone litigieuse qui était une zone... pas litigieuse, une zone en discussion entre le Bénin et le Togo. Et puisque litigieuse cette zone était, l'ennemi avait occupé cette zone-là et faisait de cette zone une zone de non-droit. Mais nos forces de défense et de sécurité, nos forces armées béninoises, ont occupé cette zone-là. Et c'est des gains territoriaux assez énormes qui confèrent à notre pays le havre de paix nécessaire à son développement. Est-ce qu'on peut considérer au regard de tout ce que vous avez expliqué que c'est fini, la menace n'existe plus et qu'on est à l'abri des situations que nous avons vécues par le passé? La menace terroriste, c'est une menace diffuse. Il n'y a aucun pays qui est vraiment fini avec ça. Même les États-Unis, c'est l'exemple le plus édifiant. Même les États-Unis n'ont pas fini avec la menace terroriste. C'est un combat de longue haleine. Mais nous avons une posture dissuasive qui fait que l'ennemi a de moins en moins l'ambition de venir vers nous. La peur a changé de camp. La peur est du camp de l'ennemi aujourd'hui. L'ennemi a de moins en moins des ambitions territoriales. L'ennemi ne vient plus chez nous. Mais on ne va pas dire qu'elle est terminée. Puisque si on dit qu'elle est terminée, on risque de dormir sur nos lauriers et après ça va reprendre. Cela dit, nous avons connu il y a 2 ou 3 mois des tueries dans certaines localités. Oui, ces tueries peuvent s'apparenter à des gestes de grand banditisme. Puisque le terrorisme, par essence,
c'est un acte qui doit être revendiqué par un groupe. C'est un acte politique qui doit être revendiqué par un groupe. Aucun groupe, monsieur le journaliste, n'a revendiqué aucune des attaques, aucune des tueries que nous avons sur notre territoire. Vous en avez jamais entendu parler? Non. Donc, c'est peut-être leur donner trop de valeur que de leur dire qu'ils sont terroristes en fait. C'est beaucoup plus des actes de grand banditisme, mais que nous gérons avec une parfaite intelligence, en parfaite intelligence avec les forces de sécurité, que sont principalement la police républicaine, et les eaux et forêts qui sont aussi dans les deux parcs, qui semblaient être infestés de ces terroristes, mais qui sont aujourd'hui vides de ces terroristes-là. Alors, sans trop tomber dans les décomptes mortifères et macabres, comme vous dites, on est en train de parler de drame. Il y en a un qui n'est pas venu de l'ennemi. C'est la situation à Tofor qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais concrètement, que s'est-il passé? Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est le témoignage du caractère sensible de notre métier. Le métier des armes, c'est un métier très sensible. Des incidents pyrotechniques peuvent avoir lieu. Et ça, il y en a eu dans beaucoup de pays. Il y a quelques années, on en a entendu parler au Liban, et au Congo, Brazzaville, il y en a eu, avec des milliers de morts. Les incidents pyrotechniques peuvent avoir lieu. Et c'est pour cela que je voudrais que les populations béninoises reconnaissent quand même aux forces des armées béninoises, le risque que les personnels des forces armées béninoises, le risque que ces personnels subissent quotidiennement, et qu'on le reconnaisse à sa juste valeur, et qu'on je ne demande pas qu'on puisse nous tresser des lauriers, mais qu'on reconnaisse quand même que les forces armées béninoises prennent des risques au profit de la population. C'est vrai, ce qui s'est passé, c'est un incident pyrotechnique. Nous prenons des dispositions pour que ça ne se répète plus. On s'organise de manière professionnelle pour que ça ne se répète plus. Le personnel qui a été touché, qui a été victime de cet incident pyrotechnique, a été pris en charge totalement. Certains ont été évacués, d'autres ont malheureusement passé de vie à trépas. C'est encore le moment pour moi de rendre hommage à leurs âmes, puisqu'ils faisaient un travail républicain et ils ont dû se sacrifier pour ça. Et c'est aussi le moment de dire à leur famille que les forces armées béninoises les soutiennent totalement. Colonel Onfoga, vous parliez tantôt de la prise de risque, de l'hommage qu'il faut rendre aux forces armées béninoises à cause des risques qu'elles prennent pour la population. Mais une chose est de prendre des risques pour la population et une autre est de se rapprocher d'elle. Est-ce qu'il y a par exemple des missions des forces armées béninoises qui les amènent à se rapprocher de leur population? Je dirais oui, et un oui franc. Un oui franc. Aujourd'hui, la population est acquise à la cause des forces armées béninoises, surtout celles des zones sujettes à la menace terroriste. Ces populations collaborent franchement avec les forces armées béninoises. Et c'est cette collaboration en fait qui nous aide assez souvent à anticiper sur les attaques de cet ennemi. Et nous organisons, et totalement pour pouvoir rendre à la population sa sécurité, la quiétude dont elle a besoin. Et ça passe par la symbiose dont je parle tout à l'heure. Et cette symbiose, nous demandons à ce que ça se renforce davantage. Oui. Et aussi, nous passons par les médias pour pouvoir passer nos messages, puisque une population acquise à ta cause, c'est une grande partie de ta mission qui est réussie. Une question également récurrente, c'est celle, par exemple, de
l'accompagnement et de la prise en charge, par exemple, des victimes de certaines attaques ou des éléments des forces armées qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent peut-être à tomber au cours des missions. Et se pose régulièrement la question de la prise en charge de leurs arrières, de l'accompagnement qu'il faut pour leur famille, etc. La situation s'est-elle améliorée entre temps? La situation s'est sensiblement améliorée. Sensiblement améliorée à l'aune d'une législation nouvelle qui a été votée il y a un peu plus d'une année au profit des victimes au front. Et cette législation permet à l'État béninois, aux forces armées béninoises, de supporter de fond en comble les ayants droit des victimes au front et de prendre en charge ces ayants droit jusqu'à un certain niveau dans leur vie sociale. Et cette législation est venue à point nommé et c'est encore le moment pour nous de remercier les autorités politiques pour avoir pensé à ça, puisque ça a eu le mérite de participer au renforcement du moral de la troupe que nous avons souvent face à la menace terroriste. Alors concrètement, qu'est-ce que cette législation préconise pour les soldats tombés au combat? Sans être exhaustif, je dirais que la prise en charge des ayants droit des victimes, elle est totale en termes de soins, en termes de scolarité des enfants, en termes de prise en charge de la femme, de la victime ou bien du mari, de la victime, pour autant que les deux aient été mariés légalement. Même sans le mariage légal, dès qu'un enfant est déclaré étant l'enfant d'une victime, l'enfant est pris en charge. L'armée suisse, là, de près. Alors, l'armée rwandaise va-t-elle venir au Bénin appuyer les efforts qui sont en cours aujourd'hui, comme ça a été promis entre-temps par le chef de l'État? L'armée béninoise est bien aguerrie pour pouvoir assurer la sécurité de ses frontières, pour pouvoir défendre son territoire. Cela n'empêche pas que nous tissions des liens de coopération avec les différentes armées sœurs. Et avec l'armée rwandaise, c'est aussi les liens de coopération que nous tissons. Ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas vivre en autarcie. On s'inspire des expériences des autres pour pouvoir être mieux aguerris contre les menaces contemporaines. En dehors de la menace terroriste, quel autre défi se présente aujourd'hui aux forces armées béninoises? L'autre défi des forces armées béninoises, en fait, c'est le défi communicationnel. Le défi communicationnel, puisque le traitement de l'information d'ordre sécuritaire impose une certaine harmonie, une certaine symbiose entre les forces armées béninoises et les professionnels des médias. C'est un réel défi, puisque il y a une question que je pose toujours quand je suis en face d'un journaliste. Quand l'État s'écroule, qu'est-ce que le journaliste devient? Le journaliste est-il capable de faire son métier lorsque l'État n'existe plus? La réponse est évidemment non. La réponse est évidemment non, parce que et quand on s'inscrit dans ça, c'est que le journaliste doit aider au traitement efficace de l'information. Qu'est-ce qui vous explique cette question? Est-ce que vous avez le sentiment que les journalistes béninois se comportent de manière à ce que l'État s'écroule? Je ne dirais pas oui, mais il y a certaines presses qui, plutôt que d'aider à apaiser les populations, sont sur le qui-vive. Certaines presses sont beaucoup plus disposées à relayer des informations qui ont pour déclinaison de rendre la population, de mettre la psychose dans la population. Et quand la psychose est dans une population que vous êtes censé sécuriser, évidemment, avec les effets des relais, avec les effets des médias, avec le relais des médias,
ça embrasse toute une population, ça embrasse toute la population. Donc en fait, il y a la nécessité d'un traitement efficace, mais qui réponde aux exigences de la survie de l'État. Cette exigence, nous souhaiterions que les professionnels des médias qui sont nos partenaires puissent nous aider à le faire. On en est là peut-être parce que l'armée, elle aussi, s'est complètement fermée. Pendant un certain temps, je l'ai dit dans mon introduction, l'armée s'ouvre puisque il y a un temps où cet entretien, par exemple, on n'aurait pas pu l'imaginer. Alors, les journalistes, ça donne à ce qu'ils ont de disponible. Oui, c'est pour cela que dans un passé récent, nous avons organisé un colloque international sur la gestion de l'information et de la communication face à la menace terroriste. Et il y a beaucoup de professionnels des médias qui ont participé à ce colloque et ce qu'on a donné a décliné sur des conclusions, des recommandations, lesquelles recommandations ont permis une certaine inflexion dans notre politique de communication. L'inflexion a commencé, et c'est à l'aune de cette inflexion que vous êtes là, je suis là aujourd'hui, et nous comptons donner l'information crédible et qui participe à la survie de l'État à la population, grâce aussi à à la nécessité pour les journalistes d'être avec nous. D'accord. La communication de l'armée, c'est également dans ses rapports avec la population. Vous l'avez dit vous aussi tout à l'heure, les populations vous aident à anéantir, à annihiler la menace terroriste. Mais l'homme en uniforme est encore perçu dans nos sociétés comme l'homme à craindre. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que spontanément la cohabitation entre les éléments des forces armées béninoises et les populations puisse être beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapprochée? Sur ce point, je ne dirais pas oui que l'homme en uniforme est un homme à craindre. Nous sommes là pour assurer la sécurité aux populations. Pourquoi on devrait nous craindre? Et normalement, le citoyen lambda, quand il voit un homme en uniforme, il doit être heureux de le voir. Et nous s'agissons avec professionnalisme pour que le citoyen béninois sache que... Peut-être que vous faites peur aussi. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est peut-être... non, il n'y a pas nécessité d'appréhender l'homme en uniforme. Aujourd'hui, la police... Bon, quand je dis la police, je ne suis pas là pour parler de la police. On a la police un peu partout. Mais la police participe à la sécurité de la population. Pourquoi avoir peur de la police? Le militaire, nous sommes engagés pour pouvoir assurer la défense du territoire. Et nous le faisons. Pourquoi avoir peur? J'invite la population à ne pas avoir peur du militaire. D'accord. À ne pas avoir peur du militaire. Le militaire, c'est un homme comme eux. Nous sommes issus des familles béninoises. Nous ne sommes pas des surhommes. Et donc, il ne faut pas avoir peur du militaire. Un mot du 1er août à présent. C'est dans quelques jours le défilé militaire, c'est l'événement de la célébration. Où en sont les préparatifs à votre niveau? Merci, monsieur le journaliste. Les préparatifs du défilé du 1er août prochain se passent bien dans toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Nous comptons rejoindre tous l'as de défilé le 26 juillet prochain pour commencer les exercices de cohésion, lesquels permettent de fixer les derniers détails pour pouvoir faire une belle parade le 1er août prochain. D'accord. Y a-t-il une innovation et quel est le thème de cette célébration? Merci, monsieur le journaliste. L'innovation de ce 1er août, du 1er août prochain, c'est le défilé aérien, le défilé qui va faire voir aux populations béninoises les vecteurs aériens acquis par les autorités politiques au profit des forces de défense et de sécurité. Et le thème principal de ce défilé, c'est les forces de défense et de sécurité debout et ensemble contre le terrorisme. C'est le symbolisme même de la cohésion, de la symbiose, de la synergie d'action entre
les forces armées béninoises et les forces de sécurité appelées la police républicaine, les eaux et forêts et la douane, c'est la symbiose, la synergie d'action entre toutes ces forces-là qui nous permettent d'assurer efficacement notre lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi le moment pour moi de rappeler que ces forces aussi ont perdu, ont subi des dégâts aussi bien matériels qu'humains dans cette lutte. Et un hommage particulier aussi est rendu à ceux qui ont rendu leur âme parmi les forces de sécurité. Nous travaillons en parfaite symbiose pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et le 1er août prochain, le thème principal, c'est les forces de défense et de sécurité debout et ensemble contre le terrorisme. Justement, on parle désormais de forces de défense et de sécurité plutôt que de forces armées béninoises. Quelle est la différence? Oui, les forces armées béninoises sont constituées seulement des 4 composantes dont j'ai parlé tout à l'heure. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la garde nationale. Et les forces de défense et de sécurité englobent les 4 composantes, là, plus la police républicaine, la douane et les eaux et forêts. Et c'est cet ensemble qui constitue les forces de défense et de sécurité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la symbiose d'action entre toutes ces différentes composantes permet de lutter efficacement contre la menace terroriste actuelle. D'accord. Lieutenant-colonel Ronfoga Ebenezer, je vous laisse conclure cet entretien. Merci, M. Nagui Balagbe. Je tiens d'abord à remercier les autorités politiques et militaires qui ont voulu bien que j'intervienne ce matin pour parler des forces de défense et de sécurité. Et je tiens à dire aux populations béninoises que les forces de défense et de sécurité, leurs forces, puisque le personnel de ces forces est issu de leur famille, leurs forces sont totalement déterminées à assurer leur sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est dans ce cadre que nous avons retenu le thème précédemment énoncé, qui nous engage dans un 1er août assez particulier, 1er août au cours duquel ils vont voir un défilé militaire et paramilitaire qui va consolider, qui va révéler encore une fois la parfaite harmonie, la parfaite symbiose entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Et je souhaite d'ores et déjà à toute la population une très bonne fête de 1er août. Merci, lieutenant-colonel Ebenezer Ronfoga. Je rappelle que vous êtes de l'armée de l'air, vous êtes pilote de l'air, vous êtes chef bureau information relations publiques de l'état-major général chargé de la communication de l'armée béninoise. Merci donc de vous être prêté à cet exercice, à tout le moins inédit, l'actualité des forces de défense et de sécurité. Et l'on retient que les forces de défense et de sécurité rassurent, la situation est sous contrôle. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés, l'info continue sur votre chaîne La Passion des Images.